Bonjour à toutes et à tous. Loin de moi l'idée de vouloir vous interrompre, mais effectivement, quand vous avez lu le début de la biographie, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de celle qui était dans le livre et qui dans votre livret, mais qui n'est plus d'actualité. Donc, je préférais corriger. Très bien. Je suis très heureuse, vraiment très heureuse d'être parmi vous dans le sud, où il fait très bon, la température est clémente. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Shannon Seban et je suis effectivement élue à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, où je suis en charge de la laïcité et de la lutte contre les discriminations. J'ai par ailleurs donc rejoint récemment le parti Les Républicains, où je suis désormais secrétaire nationale du parti, en charge de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Et en parallèle de cela, je suis directrice des affaires européennes de The Combat Antisemitism Movement, qui est une organisation internationale qui lutte contre l'antisémitisme. Donc, comme vous le voyez, j'ai la lutte contre l'antisémitisme désormais qui est chevillée au corps et qui ne me quitte plus au quotidien. Et donc, j'ai publié en mai dernier ce livre, Française, juive et alors, aux éditions de l'Observatoire, dans lequel je raconte un petit peu les attaques antisémites dont j'ai été la cible, mais je vous en dirai un petit peu plus plus tard. Et encore un grand merci pour votre invitation et pour le travail de qualité. Voilà, je tenais juste à le dire parce que j'ai l'habitude de faire des conférences, mais juste pointer et souligner le travail de qualité que vous avez fourni dans la préparation de ce colloque, dans le programme. Et voilà, je souhaitais juste vous dire merci. Vraiment Merci Shannon, merci beaucoup. Alors, d'un commun accord, là encore, nous avons décidé, Shannon et moi, de faire un question-réponse. D'accord ? Donc, on va poser quelques questions à Shannon. Vous êtes aussi, vous ne l'avez pas dit, mais nous, on le voit à la télévision et partout, vous êtes très présente dans les médias pour dénoncer donc, les attaques de haine envers la communauté juive. Mais vous avez rappelé votre curriculum vitae, mais si nous vous avons invité, ce n'est pas du fait de ce brillant curriculum vitae, mais à cause ou grâce au livre dont vous avez parlé, que vous avez publié en mai 2025 aux éditions de l'Observatoire, Française et juive et alors. Je rappelle que le public pourra aussi tout à l'heure encore bien acquérir ce livre et Shannon vous le dédicacera. Alors moi, j'ai été assez impressionnée effectivement par ce titre, parce que quel titre voilà. Par cette question, vous avez touché au cœur même de notre ressenti en tant que Française juive, à une époque où un antisémitisme décomplexé ressurgit avec violence jour après jour. Pour la 8e édition, donc, nous avions justement envie d'exprimer notre ras-le-bol nous-mêmes aussi. C'est pour ça qu'on se rapprochait pas mal du sujet de Shannon. Et comme je l'ai dit dans l'introduction au colloque, de rentrer en résistance, ce que vous avez fait aussi, face à cette situation, d'où le thème qui se rapproche de votre coup de gueule, mais nous y avons ajouté, je le disais tout à l'heure, sioniste. Je pense que c'est ce que ressentent nos corréligionnaires et le moment était venu de l'exprimer, c'était vraiment le moment. Ma première question est peut-être simpliste. Alors vous êtes jeune, vous êtes belle aussi, on doit le dire, impliquée dans la vie publique et donc exposée, il faut quand même un certain courage par les temps qui courent pour revendiquer votre identité comme vous l'avez fait. Vous n'avez pas eu peur de le faire. Alors, quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à vous exprimer sur ce sujet ? Merci beaucoup pour cette question. Je dirais que ce livre, ça a été finalement le résultat de plusieurs éléments. Tout d'abord, ce livre, si vous voulez comprendre pourquoi je l'ai écrit, il faut regarder la fin du livre. C'est vers la page 249, je crois, il y a ce qu'on appelle une lettre à mon père. Et malheureusement, mon père n'est plus de ce monde. Il m'a quitté il y a 6 ans. Et pour traverser cette épreuve du deuil qui a été particulièrement douloureuse pour moi parce que maintenant j'en parle librement, il est décédé malheureusement dans mes bras d'une crise cardiaque. L'écriture pour moi c'était une catharsis et une façon de guérir, une façon de penser mon chagrin. Et donc déjà, mon papa, quand j'ai commencé à écrire, je me suis souvenue de cet appel qu'il m'avait fait 24 heures avant son départ. Il m'avait dit « Il faudrait que tu écrives un bouquin, ma chérie ». Et à l'époque, je lui avais répondu « Mais écrire un livre, mais écrire un livre sur quoi ?» Et je ne comprenais pas. Donc j'avais oublié l'idée. Et puis quand il est décédé, on a la période des 7 jours du deuil juif, je me suis plongée dans l'écriture et j'avais commencé au départ à écrire sur le deuil, sur le sentiment d'abandon, sur cette solitude, sur ce chagrin que vous ressentez après une épreuve du deuil. Le temps a passé et je me suis impliquée à fond dans le travail, dans la politique, dans le militantisme, etc. Comme une envie, si vous voulez, de me rendre utile pour me sauver moi-même.
le temps a passé et j'ai fait de la politique. Et en juillet 2023, donc avant le 7 octobre 2023, je subis ma première attaque antisémite réellement, en tant que femme politique, sur les réseaux sociaux, de la part d'un militant néo-nazi qui dit avec plusieurs articles de blog « Même si vous voulez oublier qu'elle est juive, son nez vous en empêche de façon très menaçante ». Donc après, il y a eu « C'est une traînée de séfarade, il faut qu'elle se fasse refaire le nez ». Bon bref, je vous en passe, des vertes et des pas mûres. Quand je découvre ces attaques-là, c'est un vendredi soir, en famille. Moi, je viens pas du tout d'une famille de politique, donc je suis un petit peu l'alien, l'ovni. On s'intéresse à moi comme une bête de foire, si vous voulez, quand je vais manger un couscous le vendredi soir chez des amis ou en famille. Et j'ose pas trop parler de ce que je vois sur mon portable à ce moment-là. Donc je cache mon portable. Et puis la dame qui est juste derrière moi, Simone Veil, elle me susurre à l'oreille. Et moi, ça a toujours été mon modèle en politique parce que je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de courage. Et je me suis souvenue de cette phrase-là quand elle disait les SS, c'est nazis au petit pied. Et véritablement, elle pointait du doigt les antisémites. Et moi, ce que j'ai vécu, c'était véritablement une attaque antisémite de la part de l'extrême droite. Je décide de porter plainte. Je porte plainte. Je viens d'avoir le résultat du procès après 2 ans et demi. J'ai réussi à faire condamner cet individu, donc je suis très heureuse. Et puis, je continue mon parcours politique. Et en juin 2024, on me propose, après avoir été candidate aux élections européennes, d'être candidate aux élections législatives face à Mathilde Panot, que vous connaissez peut-être, qui est présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et j'hésite, parce qu'on me laisse, c'était juste après la dissolution de l'Assemblée, on me laisse littéralement 2 semaines de campagne pour aller à Ivry-sur-Seine, Ivry, Vitry, Le Kremlin et Gentilly, qui est une des circonscriptions les plus à gauche, à l'extrême gauche de France, pour essayer d'aller défier la présidente de l'Assemblée nationale. Je savais véritablement qu'en 2 semaines de campagne, je n'avais pas vocation à défier la présidente de l'Assemblée. Mais après réflexion, je me suis dit, en vérité, c'est un cadeau qu'on me fait là, de pouvoir aller battre les antisémites sur le terrain. Et donc j'ai dit oui. Sauf que moi, je suis un peu tête brûlée. Donc je démissionne de mon boulot, j'y vais, aller à fond, on va aller faire campagne. Mais après une semaine de campagne, quand vous mettez une nana qui s'appelle Shannon Seban, qui a déjà vécu des attaques antisémites, qui a pris position sur, pour l'instant, étant qu'il y a des otages qui étaient retenus, sur la non-reconnaissance d'un État palestinien, forcément, pour LFI, je suis la cliente parfaite. Donc au bout d'une semaine, je fais les frais d'un antisémitisme le plus crasse et je suis littéralement virée de la fête populaire d'Ivry-sur-Seine en ce 23 juin 2024 au cri de « Dégage, sale sioniste ». Je suis mise sous protection, malheureusement jusqu'à maintenant, sur certaines séquences. Et là, je me suis dit, mais il y a un truc à faire. Donc aujourd'hui, je suis devenue une experte sur le fait de dénoncer l'antisémitisme de la part de la France insoumise. Et j'en suis très heureuse parce que ce que je vois, c'est absolument délirant. Et ce livre, il est né de ça. Ce livre, il est né d'un constat qui est très simple, c'est de se dire que moi qui n'avais jamais revendiqué mon identité juive, jamais. Moi, à la maison, on pratiquait, très bien, on était traditionnaliste, mais quand on sortait dehors, la question de la religion, ça restait à la maison et je ne voyais aucune différence entre un juif, un chrétien et un musulman. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis dans un multiculturalisme, dans un respect des religions de l'autre et il n'y avait pas de débat. Sauf que c'est quand précisément votre identité est attaquée que vous ressentez ensuite un besoin viscéral de la revendiquer. D'où le titre du livre, Française, juive et alors. Merci Shannon de ces explications. L'antisémitisme, c'est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non, ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Cette définition ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'elle a été adoptée en 2016 par les 31 États membres de l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, même si cette définition n'a pas de valeur contraignante. Nous sommes en 2025 et on a le sentiment que malgré cette prise de conscience des nations pourtant anciennes, on est revenu à la case départ. Ma question, comment expliquez-vous cette régression ? Faudra-t-il à chaque fois que des événements se produisent sur notre territoire promulguer de nouvelles lois comme celles qui ont été votées le 31 juillet 2025 qui renforcent les dispositifs de prévention, de signalement et de suivi des actes antisémites et racistes dans l'enseignement supérieur ? Est-ce que cela suffira pour juguler le phénomène ou sommes-nous face à une dérive
de la société due aux extrémismes de tous bords et à la présence sur notre territoire de forces obscures qui cherchent à déstabiliser notre modèle démocratique. Question. Wow, plusieurs questions. Plusieurs questions. Donc si je comprends bien, moi j'aime bien saisir, votre question centrale, c'est quoi? C'est comment on va s'en sortir en fait? Ça fait partie de la question, mais est-ce qu'il est utile de promulguer de nouvelles lois? Il y a Dayan qui propose un texte que j'ai là. Sur la pénalisation notamment de l'antisionisme. Si vous voulez, vous mentionnez la définition de l'IRA. Cette définition de l'IRA qui, effectivement, comme vous le rappelez, n'a aucun caractère contraignant. C'est-à-dire que légalement, ça ne vous oblige pas. Par contre, c'est un symbole très fort que de voir certains pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, je crois que l'intégralité des États membres de l'Union européenne, hors l'Estonie, ont adopté cette définition de l'IRA, donc c'est quand même très fort. Vous avez par ailleurs des écoles qui peuvent s'en doter, des associations qui peuvent se doter de cette définition, etc. Moi, si vous voulez, je suis sur cette question-là, et je pense que c'est important de le rappeler, je suis assez partagée parce que pour le voir à l'échelle de l'Union européenne, sachant que ça n'a pas de caractère contraignant, ce n'est qu'un symbole qui est envoyé. Par contre, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que ça inclut la pénalisation de l'antisionisme comme une forme nouvelle d'antisémitisme. Et moi, ça fait des années que j'alerte aujourd'hui sur ce biais-là. C'est qu'il ne faut pas qu'on se... Moi, j'en ai été victime. Quand on m'a dit « dégage sale sioniste », c'était une façon de dire « dégage sale juive ». On ne va pas se mentir. Donc à partir du moment où vous niez le droit d'un peuple à disposer de son propre État, c'est ni plus ni moins de l'antisémitisme. Donc pour répondre à votre question, moi je suis intimement convaincue aujourd'hui que pour lutter contre l'antisémitisme, il y a urgence effectivement à pénaliser l'antisionisme, mais j'irai même encore plus loin, parce que j'essaie de toujours voir du côté des solutions. Pour moi aujourd'hui, la lutte contre l'antisémitisme, elle doit se mener sur plusieurs terrains. Le terrain éducatif, et l'éducation, elle se fait à l'école, bien sûr. Et moi, je n'ai de cesse que de saisir les éditeurs quand je vois que Hachette laisse publier un livre en parlant de colons et en parlant d'un blocus humanitaire. Enfin, quand on cherche à réécrire l'histoire et que ce sont des livres qui sont dans les mains de nos enfants, donc ça, il y a un vrai problème. Il y a l'éducation ensuite qui doit se faire à la maison, et ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que qui dit la maison dit aussi les réseaux sociaux. Et là-dessus, vous avez ce qu'on appelle les prédicateurs 2.0, qui sont notamment téléguidés par les frères musulmans, qui recrutent une jeunesse de plus en plus jeune en faisant croire que le monde occidental, si vous voulez, s'oppose à la pratique d'un islam. Or, le monde occidental s'oppose à la pratique d'un islam radical et non modéré, qui est compatible avec les valeurs de la République. Et puis par ailleurs, vous avez l'aspect judiciaire. Et ça, je trouve que pour l'instant, malheureusement, vous m'excuserez, mais quand on a notamment à Épinay-sur-Seine deux malins qui s'amusent à 3h du matin d'aller couper un arbre qui a été planté en l'hommage à Ilan Halimi, mais que le caractère antisémite n'est pas retenu, je pense qu'il y a un problème. Et donc si aujourd'hui on n'a pas à la fois un pilier éducatif qui est fort, si aujourd'hui on n'a pas à la fois une justice qui est très ferme sur ces sujets-là pour reconnaître un acte pour ce qu'il est, pour le qualifier pour ce qu'il est, c'est un acte antisémite, on n'avancera pas. Et si je veux même aller un petit peu plus loin, parce que je pense qu'on l'omet parfois du débat, moi aujourd'hui je ne distingue pas la lutte contre l'antisémitisme de la lutte contre l'islamisme, contre l'islam radical et contre les frères musulmans. Et je pense qu'on sous-estime aujourd'hui la menace que font peser les frères musulmans. Et je vous le dis venant de Seine-Saint-Denis, où je les ai vus infiltrer les mosquées, où je les ai vus infiltrer les associations, qu'elles soient sportives ou culturelles, quand par ailleurs ils infiltrent les écoles. Cette menace-là, qui est en train de fermenter à bas bruit, et j'en parle dans le livre, j'en dédie un chapitre entier, c'est une des menaces principales. En France, on s'est beaucoup trop concentré sur les menaces terroristes de court terme et pas assez sur les menaces de long terme. Et pendant ce temps-là, à bas bruit, ça infiltre. Et quand ça va péter, et ça a d'ailleurs même déjà pété. L'Union européenne a quand même enfin pris une décision sur ce sujet. C'était pas trop tôt. Sur les gardiens de la Révolution. Et heureusement. Et vous m'excuserez ici, et je parle en tant que femme libre, parce que moi j'ai toujours dit, j'ai toujours été, je resterai une femme libre. Quand je vois que la France a tergiversé sur cette question, je comprends pas. Je comprends pas. Qu'on ait eu la France qui ait pu avoir la main tremblante, hésitante sur cette question-là, mais c'est complètement fou. Ça ne devrait faire l'objet d'aucune hésitation. D'aucune hésitation.
manifestations. Et donc moi aujourd'hui, dans le cadre de mes fonctions au sein de cette association qui est Combat Antisemitism Movement, je plaide et j'essaye de convaincre tous les jours, quand je me réveille le matin, d'aller convaincre des parlementaires européens de faire pression pour inscrire désormais les frères musulmans et toutes ces organisations-là comme une organisation terroriste. C'est essentiel. Alors, la radicalité de LFI, vous en parliez tout à l'heure, en fait l'idiot utile de l'extrême droite. En choisissant de créer la polémique, Jean-Luc Mélenchon permet à l'extrême droite de gagner en crédibilité, car d'aucuns diront aujourd'hui que l'antisémitisme traditionnel de l'extrême droite en France serait finalement beaucoup moins virulent que celui des extrémistes de gauche. Et il est évident que dans la communauté juive de France, ça nous intéresse, hein, cette question se pose. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que je pense sur le positionnement de l'extrême droite, notamment par rapport à l'antisémitisme... Et par rapport à la communauté juive. Et par rapport à la communauté. Est-ce que ouais. Ce qui se passe, il y a un souci à ce niveau-là? Moi, vous savez, j'ai toujours eu une même ligne qui a été de dire ni RN, ni LFI. Voilà. Tout simplement parce que j'ai été victime d'antisémitisme de la part de l'extrême droite et que j'ai été victime d'antisémitisme de la part de l'extrême gauche. Donc je sais ce que c'est. Et ce que je veux vous dire, et je le dis avec beaucoup de solennité, parce que je sais qu'il y en a certains aujourd'hui dans notre pays qui sont tentés par le vote Rassemblement national, pour diverses raisons. Moi, je m'adresse aujourd'hui à celles et ceux qui sont tentés par le vote Rassemblement national parce que le Rassemblement national se serait affiché aujourd'hui comme les meilleurs défenseurs des Français juifs. Ne vous méprenez pas. Moi, je maîtrise aujourd'hui, et j'en ai été victime, quand ce militant néo-nazi d'extrême droite m'attaque en ciblant mon nez de juif. Quand vous allez sur son site internet, il donne des guides et des modes d'emploi pour apprendre à diffuser cette suprématie du blanc, de la race aryenne, et à éliminer tout ce qui n'est pas le blanc. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et on ne peut pas aujourd'hui placer la lutte contre l'antisémitisme au-dessus de la lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Premier point. Ensuite, quand vous regardez les collaborateurs du Rassemblement national, en façade, le Rassemblement national, oui, je vous le dis, et je le reconnais bien volontiers. Depuis le 7 octobre notamment, 2023, ils ont eu un discours absolument impeccable sur la condamnation des actes terroristes qui ont été commis par le Hamas en Israël, sur la dénonciation de l'antisémitisme. Pour moi, dont acte, ils ont été irréprochables. Mais allez gratter un petit peu derrière, dans l'arrière-boutique. Allez voir le vrai visage de leurs collaborateurs et de l'entourage de ces élus du Rassemblement national. J'invite chacune et chacun à aller regarder, à faire leur petite recherche. Vous pouvez trouver ça très facilement. Mais je vous assure que vous allez déchanter. Et en juin 2024, aux dernières législatives, vous aviez quand même une grande majorité des candidats du Rassemblement national qui ont été investis par Jordan Bardella, qui avaient tenu des propos ouvertement antisémites, racistes et xénophobes. Et c'est Jordan Bardella lui-même qui a reconnu qu'il y avait au sein de son parti, pour reprendre ces termes, des brebis galeuses. Je ne parle pas de la lutte contre l'antisémitisme. Quand vous avez Daniel Grenon, candidat du Rassemblement national aux législatives dans l'Yonne, qui vous dit que dans les hauts lieux, il y a des maghrébins et que ce n'est pas souhaitable, ben moi, ça me désole. Et je lutte aussi contre la haine anti-musulman. Tout comme je lutte contre la haine anti-juive, tout comme je lutte contre la haine anti-chrétien. Voilà, c'est inacceptable. Alors Shannon, vous avez évoqué les dernières élections législatives. J'avais une question à ce sujet parce que vous faisiez partie du Parti Renaissance à l'époque, n'est-ce pas, auquel donc, vous avez appartenu, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. Moi, j'estime qu'ils ont pactisé avec le diable parce qu'ils ont fait barrage au Rassemblement national en demandant aux candidats venant en troisième position de se désister au profit de LFI. Qu'ils veuillent que nous ne votions pas Front National, on le comprend parfaitement après ce que vous avez indiqué, mais quand même de se désister au profit de LFI. Qu'est-ce que vous pensez de cette cuisine politique ? Je l'ai dénoncée. Je l'ai dénoncé avant même les élections législatives. Et je vous invite à retourner dans les archives. Quand j'étais candidate aux élections européennes, j'ai été sur un plateau sur CNews face au fils de Klarsfeld, Arnaud, et avec qui on avait posé la question qu'est-ce que vous feriez, vous, si on vous demandait de choisir et de voter entre le Rassemblement national et la France insoumise. C'était avant les élections législatives, vous voyez. Et moi, j'ai toujours été très claire. J'avais dit, avec cette phrase qui avait été reprise, ni RN ni LFI, je ne choisis pas entre la peste et le choléra. C'est clair et net. Et moi, si demain, je me retrouve sur un duel RN-LFI, je suis confuse, eh bien, je vote blanc.
C'est un choix, c'est personnel, ça m'appartient, mais j'estime aujourd'hui, je ne peux pas, de par mon histoire personnelle, de par l'histoire aussi de la religion dans laquelle j'ai grandi et dont je suis aujourd'hui issue, je ne peux pas déposer un bulletin pour le Rassemblement national dans l'urne. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas. Et par ailleurs, je crois que sur cette stratégie électorale que vous pointez ici du doigt, je crois que j'ai été très claire dans ma réponse, mais surtout, en une phrase, on ne combat pas un extrême en s'adossant à un autre. Point barre. Je partage complètement ton opinion, c'est sûr. J'espère que nos amis aussi. Alors, ça sera sans doute la dernière question. Oui. L'essayiste Pascal Brunner, lors d'une interview, a dit « On peut avoir sur le conflit israélo-palestinien des avis divergents selon les jours et les humeurs. On peut rêver d'une solution à 2 États le matin, contester cette utopie le soir, buter sur le caractère insoluble du problème le lendemain. » L'on ne peut contester en revanche l'horreur de ce qui s'est passé le samedi 7 octobre dans le sud d'Israël, quand les milices djihadistes du Hamas ont massacré, éventré, égorgé systématiquement tous les habitants rencontrés dont le seul crime était d'être juifs. Sachant cela, comment comprendre l'entêtement, dit-il, Bruckner, de Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et Emmanuel Bompard à ne pas condamner le terrorisme du Hamas? La réponse est toute simple, l'antisémitisme n'est plus un tabou en Europe. Et ma question... Finalement, le fléau qu'est l'antisémitisme, l'on ne peut que le constater, sévit, comme le dit Bruckner, en France et en Europe, malgré la Shoah, mais aussi aux États-Unis, dans les universités notamment, ou en Australie, on l'a vu avec les événements tragiques à Sydney. Alors la question, elle est simple et compliquée, mais votre réponse nous intéressera. Est-ce à dire que les Juifs du monde sont condamnés à subir la haine de l'autre à chaque soubresaut de l'histoire, et que la seule solution qui s'offre à eux est de faire leur alia? Non, non et non. Comme vous l'avez compris, moi je suis du côté en quelque sorte de la résistance. Et je crois, et je dis souvent cette phrase-là, c'est quand c'est difficile qu'il faut rester. La France aujourd'hui abrite la communauté juive la plus importante d'Europe. C'est en Europe que s'est tenu un des plus grands massacres. Malheureusement, on a eu le 2e plus grand massacre de juifs depuis la Shoah qui a été le 7 octobre, mais le premier plus grand massacre de juifs, on va dire, qu'on a connu en Europe, le grand massacre, ça a été la Shoah. Vous vous rendez compte si les juifs, que ce soit de France ou en Europe, décident de quitter le continent parce qu'ils auraient été chassés par de l'antisémitisme? Ça, c'est inacceptable. Non et non. Par ailleurs, vous me parlez aujourd'hui de cet antisémitisme, et notamment vous pointez du doigt Mélenchon. Bon, on ne va pas se mentir, et puis plus les jours passent, plus on a des exemples supplémentaires de ce qui se cache derrière tout cela. Moi, je l'ai vu en Seine-Saint-Denis. C'est du clientélisme électoral de façon claire et évidente. Et regardez, on est le 1er février, premier tour des élections municipales le 15 mars. Ouvrez grand les yeux pendant 1 mois et demi. Je peux vous assurer que vous allez en voir des vertes et des pas mûres sur le clientélisme électoral. Attention, il ne manque pas d'imagination. Et donc, ce que je crois, c'est que le 7 octobre 2023 notamment, ça a été une bonne raison pour les antisémites de haïr désormais ouvertement la figure du juif. Mais cet antisémitisme-là, moi j'en suis convaincue, il existe depuis longtemps. Il existe depuis longtemps. C'est juste qu'auparavant, c'était un petit peu tabou. Là, maintenant, vous avez la possibilité de crier haut et fort que vous détestez le juif parce que Netanyahou. Mais attendez, nous, ici, là, dans cette salle, on n'est pas responsable de la politique de Netanyahou. À ce que je sache, Enrico Macias, qui a été boycotté encore il y a quelques jours, Amir, en quoi est-ce qu'ils sont responsables de la politique qui est menée par Netanyahou? Et donc, cette essentialisation-là, cet amalgame qui est fait, c'est volontaire. Alors, parfois, c'est conscient, et c'est encore plus grave, parce que ça veut dire que c'est réfléchi, et parfois, c'est complètement naïf. C'est complètement naïf et ça relève de l'ignorance. Quand vous regardez les manifs pro-palestiniennes à Paris, en général, les gens qui y sont n'y comprennent rien. Parce que vous avez quand même des personnes qui sont homosexuelles qui se rendent à ces manifestations, qui en général sont des manifestations en soutien au Hamas, le Hamas qui bafoue les droits même de ces personnes-là. Et ça, je souhaite que l'on n'oublie pas. Les féministes qui se joignent à ces manifestations, moi j'aimerais bien leur ouvrir les yeux. Enfin, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Quand on veut défendre par ailleurs le peuple palestinien, parce que ce sont ces personnes-là qui manifestent place de la République à Bastille, qui militent pour les droits des Palestiniens. Mais si vous militez pour les droits des Palestiniens, dans ce cas-là, tenez-vous aux côtés d'Israël qui cherche à éradiquer le Hamas, qui est une organisation terroriste et qui bafoue aussi les droits les plus fondamentaux du peuple palestinien que vous prétendez défendre. Et donc ces incohérences-là auxquelles on assiste de la part de ces militants aujourd'hui, ça dessert complètement en fait leur cause.
Ça dénature le sens même de leur combat. Et donc, je crois qu'on assiste aujourd'hui à un moment de bascule dans notre pays. On doit profondément être fier d'être français, garder la tête haute. Et moi, je le dis, quelle que soit sa religion. Hein, moi, je l'ai fait parce que désormais, j'ai écrit française juive et alors, noir sur blanc avec mon visage, donc je ne peux plus me cacher. Mais croyez-moi, ça n'a pas été simple au début. Moi, j'ai jamais voulu revendiquer haut et fort que j'étais de confession juive. Ça relevait de mon intimité, ça relevait de ma vie privée. C'est pas quelque chose que j'avais envie de dire, de mon cocon, de mon jardin. Sauf qu'il y a un moment, quand on vous attaque pour ce que vous êtes, il faut dire les choses haut et fort et surtout en être fier. Merci Shannon. J'évoquais votre jeunesse tout à l'heure et j'ai une jolie citation pour vous qui est du général MacArthur. Vous m'entendez là ? Voilà. Donc j'évoquais la jeunesse de Shannon et j'ai pour elle une très belle citation du général MacArthur. Je pense qu'elle vous va très bien. La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. Ça vous ressemble ? J'adore. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons passer aux questions du public. On a un petit peu de temps et on va, au fur et à mesure, Sabine va vous amener le micro. Merci beaucoup pour votre intervention brillante et motivante. Merci. Alors, je voulais vous demander si vous pensez que la loi de Caroline Yadan va assez loin. Elle vient d'être supportée par Aurore Berger. Est-ce que ça va être une partie de la solution juridique ? Oui, absolument. Merci pour votre question. Tout d'abord, très honnêtement, j'espère qu'elle passera, cette loi. J'espère qu'elle passera et c'est tout ce que je peux souhaiter à Caroline Yadan. Moi, j'échange très régulièrement avec elle. Malheureusement, c'est pas gagné. C'est pas gagné puisque vous avez aujourd'hui, notamment à l'Assemblée nationale, certains partis politiques qui estiment que c'est une façon de contraindre la liberté d'expression et notamment le droit de critiquer Israël. Bon, c'est un éternel débat, mais j'espère en tout cas qu'elle passera parce qu'elle permettra de pénaliser aujourd'hui l'antisionisme. Ce que je crois, c'est que quand bien même ça permettra de pénaliser l'antisionisme comme une forme renouvelée d'antisémitisme, il y a aussi la question de l'application. Et moi, je vous le dis parce que mon argent de poche, aujourd'hui, il passe dans des frais d'avocat. Parce que moi, je ne laisse rien passer. Je suis une teigne. Donc quand on m'attaque, je porte plainte. Donc ça, je peux vous assurer que il n'y a pas de problème. Ils peuvent m'attaquer sur mon nez. Là, ils ont fait encore un truc, il n'y a pas de problème. Et regardez bien mon nez, hein, au 1er février, je ne compte pas le refaire. Voilà, je vous le montre de profil parce que c'est encore plus... Vous voyez ? Voilà, je ne compte pas le refaire. Mais c'est des caricatures, c'est des insultes, etc. Le problème, c'est que, je vous donne un exemple très concret. Ce fameux militant néo-nazi d'extrême droite qui m'a attaqué pour mon nez menaçant de juifs, etc. en juillet 2023. Après 2 ans et demi de procès avec mon avocat, Robin Binsart, on a réussi à le faire condamner. 4 mois de prison, 2 fois 2 000 € d'amende. Mais ce petit filou, il continue de m'attaquer là au moment où je vous parle. Pourquoi ? Parce qu'il est au Japon, tranquille, pépouze. Il est condamné une 20aine de fois. Il est recherché par Interpol. Mais la France n'a pas de convention d'extradition avec le Japon. Donc il ne peut pas effectuer sa peine. Donc ça, c'est un vide juridique sur lequel je me bats. Parce que là-dessus, il faudrait faire, mais c'est pas possible. Ok, pas de convention d'extradition sur long terme. Par contre, il faut qu'il y ait une coopération judiciaire pour que ces personnes-là, qui sont, je le rappelle, recherchées par Interpol, je ne parle pas de quelqu'un qui a volé une banane au supermarché. Il est recherché par Interpol et condamné une 20aine de fois, puisse effectuer sa peine. Ça, c'est un vide juridique. Et donc, sur un bon nombre de sujets aujourd'hui, vous avez une justice qui n'est pas suffisamment ferme, comme je l'évoquais un petit peu plus tôt dans mes propos, sur la reconnaissance et la qualification des actes antisémites. Et ensuite, sur l'exécution des peines, ce n'est pas suffisant. Donc je me dis, ok, une nouvelle loi, et je m'en réjouis, et je suis intimement convaincue qu'on en a besoin. Par contre, il faudra ensuite faire le nécessaire pour s'assurer qu'elle soit appliquée dans les faits. Personnellement, j'ai le sentiment qu'elle était très intéressante, cette loi, mais extrêmement complexe dans son application. C'est ça. Voilà. Et vous avez, je sais, une organisation européenne, l'organisation juive européenne qui s'y opposait aussi.
Moi, j'y suis Je ne favorable. suis pas opposée, mais je dis Ouais. qu'elle est complexe Ouais. et que donc elle sera difficile à être appliquée. Voilà, Oui, ce oui, sera c'est ça. difficile. Mais il faudrait que ça passe. Mais encore une fois, moi, je tiens à tirer la sonnette d'alarme sur l'application effectivement de ces nouveaux dispositifs. D'autres questions? Vas-y, Charles, puisque tu as le micro. Merci pour votre intervention. Un commentaire et une question. Le commentaire, je souscris tout à fait à la remarque introductive de Michel, de la présidente. Avoir une intervenante belle et rebelle, c'est un plaisir pour tout le monde. Merci. Ma question est la suivante. Ça va être dur, là. Le titre de votre intervention était focalisé sur le rôle de la République. Ma question est la suivante. Comment expliquez-vous que des élus de la République soient aussi silencieux, je pense à Guedj, à Haddad, à Chouraki, aux députés de Lille, enfin je ne vais pas vous les citer, ça paraîtrait un peu trop. Comment ces élus de la République qui sont juifs et qui revendiquent leur identité soient, un, aussi silencieux dans la lutte contre l'antisémitisme, deux, et vous n'avez pas soutenu le projet de loi qui mettait au pilori les frères musulmans. Comment expliquez-vous cette insoutenable tendance des hommes politiques? Je vais vous dire oui, ici. les durs, oui, tu as raison. Vous savez, moi, il y a peut-être une chose qu'on ne me reprochera jamais, c'est ma liberté de parole et ma franchise. Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui, peut-être, et je m'y astreins, je ne ferai jamais de la politique pour une langue de bois, ça ne marche pas et c'est... Voilà. Je préfère arrêter la politique mais rester fidèle à ce que je pense plutôt que de vous mentir. Ce que je crois véritablement, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas députée aujourd'hui, peut-être, parce que moi je ne joue pas sur la carte du clientélisme électoral. Quand je cherche à aller dans le Val-de-Marne ou quand je suis en Seine-Saint-Denis, c'est pas là que je vais devenir députée, vous en conviendrez. Par contre, je crois aujourd'hui, et je vous le dis très sincèrement, vous avez certains élus qui font le choix de maintenir leur siège. Et on l'a vu notamment avec l'Alliance contre nature, PS, LFI, communistes et tutti quanti aux dernières législatives. Ils se disent, les mecs, attendez, moi demain, je ne fais pas d'alliance, je ne repasse pas. Pourquoi est-ce que les députés PS ont peur aujourd'hui d'une dissolution? Et pourquoi notamment, je pense que l'Élysée a brandi la menace d'une censure du gouvernement et d'une dissolution. A brandi la menace d'une dissolution face au risque de censure. Parce que ça fait trembler le PS. Si demain, aujourd'hui, il y a une dissolution, le PS perd un bon nombre de sièges s'il ne repart pas avec la France insoumise. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, ce ne sont que des alliances électorales. De la même façon, en fonction du lieu dans lequel ces personnes-là sont élues, elles se disent, moi je préfère ne pas trop en faire sur ces sujets-là, rester tranquille, ne pas trop être vocal sur ces sujets, ne pas trop prendre la parole, plutôt que de perdre mon siège. Mais c'est ça aujourd'hui que faire de la politique ? S'accrocher à un siège et à un mandat pour s'accrocher à un mandat, plutôt que de se réveiller le matin et de se raser véritablement en étant... avoir un reflet qui est fidèle à ce qu'on porte en soi. Moi, c'est pas ma conception des choses. Je préfère, mais je vous dis très sincèrement, je préfère ne plus faire de la politique, mais rester fidèle à ce que je suis. Et ne pas mentir, et ne pas se mentir à soi-même. Et je pense véritablement que si on veut être sincère dans son combat, il faut d'abord être honnête avec soi-même. Et moi, je leur en veux à ces personnes-là. Et je vous le dis avec beaucoup de ressentiment. Parce que je trouve que c'est pas correct. Honnêtement, c'est pas correct. Parce qu'à la fin des fins, qu'est-ce qui reste? Vous pouvez faire de la politique, être élu là, etc. Mais la politique, on me l'a toujours dit, parce que je viens pas d'une famille politique, la politique, c'est pas un métier. Oui, j'en fais depuis 10 ans, mais voilà, je suis élue locale en Seine-Saint-Denis, je suis pas députée, malheureusement, j'ai échoué, et je continuerai à me battre. Mais à la fin des fins, ce qui reste, ce sont vos convictions. Tout passe. Ma mère m'a toujours dit, tout passe dans la vie. Les bons comme les mauvais moments. Il y a une chose qui ne passe pas, ce sont vos convictions, et vos racines. Et toujours rester fidèle à ce que vous êtes et rester fidèle à ce que vous pensez. Et je pense véritablement que ces personnes-là font une erreur, que de se cacher derrière des accords d'appareil et des calculs électoraux. On gagne beaucoup plus à dire la vérité, je pense. Y a-t-il d'autres questions pour Shannon? Voilà. Merci. Il faut appuyer sur le bouton là. Attends, on va te passer le micro. Attends.
On va te passer le micro, Perla. Il y a une question derrière toi, on te passe le micro après. Oui, bonjour madame. Il y a des questions curieuses parce que la population, vous faites partie d'une association contre l'antisémitisme et contre tous ces phénomènes-là qui sont adjacents. Très bien. Je loue votre effort, hein, bien entendu. Mais il y a un problème, il y a une difficulté, c'est que les pays qui sont antisémites et la population antisémite, qui est essentiellement, comme vous l'avez dit tout à fait au début de votre intervention, des frères musulmans et des musulmans, eh ben, ils sont quand même 500 millions dans le bassin méditerranéen. En plus, ce sont des gens qui ont de l'argent à gogo. Et cet argent-là, contrairement aux Juifs du 19e siècle qui travaillaient pour avoir l'argent, eux, cet argent-là vient uniquement du pétrole, du sous-sol, hein, avec des recherches occidentales. Quelle est votre question? Alors, la question, comment vous pouvez relier cet effort contre l'antisémitisme avec cette puissance numérique et cette puissance de l'argent qui fait que, de toute façon, comment vous pouvez relier les deux? D'autant plus que maintenant, les médias sont très, très forts. Il suffit de voir CNN, on commence à voir tous les matins, tous les jours, des tas d'enfants de Gaza qui pleurent. Vous avez vu le film La Palestine récemment. S'il vous plaît, posez plutôt... la question est claire. Hein. Alors, comment vous pouvez relier vos efforts antisémites pour lutter contre cette puissance numérique et cette puissance financière? Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. De ce que j'en comprends, vous me demandez aujourd'hui comment utiliser le numérique, les médias, pour lutter contre l'antisémitisme, n'est-ce pas? C'est ça, d'accord. Aujourd'hui, vous remarquerez que si on a aujourd'hui un tel antisémitisme qui s'est banalisé et qui s'est débridé, c'est aussi et surtout par rapport à cause de l'influence des réseaux sociaux et notamment des médias. Et on le voit bien notamment avec des chaînes comme Al Jazeera, qui vient d'être interdite notamment en Suisse, et fort heureusement, mais qui font un travail absolument terrible en ce qui concerne la désinformation, la manipulation de l'information et surtout la propagation de propos qui sont ouvertement antisémites. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué. C'est que, à mon sens, non pas que je sois pessimiste, mais je pense qu'on n'arrivera pas aujourd'hui à lutter contre cette manipulation de l'information dans les médias. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de traiter le mal à la racine. Et pour traiter le mal à la racine, c'est aussi une question d'éducation. Et d'éducation à l'esprit critique. Tout simplement parce que vous remarquerez en général que l'antisémitisme, ça naît souvent de l'ignorance et ça naît de on-dit. Dans le chapitre 4 du bouquin que j'ai écrit, je me souviens, je parle d'un épisode, un après-midi à Copenhague, où je parle d'un pique-nique. Et j'avais été en fait victime à l'époque d'une de mes premières attaques antisémites. Et je raconte que j'ai été à Copenhague à ce moment-là en stage avec 2 jeunes filles qui ne savaient même pas qu'existait un lieu de culte pour les personnes de confession juive qui s'appelait une synagogue et qui avait déblatéré tous les propos et les clichés antisémites tels que la Shoah n'a jamais existé, les juifs contrôlent les médias, etc. Tous ces clichés-là qui peuvent être relayés par les médias, par les réseaux sociaux, etc., vous ne pouvez pas y couper, enfin, vous ne pouvez pas y échapper. Par contre, vous pouvez essayer de former et de forger l'esprit critique des jeunes générations. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ça passe bien évidemment par les livres, ça passe par un travail d'éducation à l'école, mais aussi à la maison. Mais je crois véritablement que malheureusement, notamment dans ce monde de digitalisation, avec un accroissement des usages de l'intelligence artificielle, et je pense qu'il ne faut pas non plus le négliger, et ben on ne pourra pas y échapper. Par contre, l'éducation, c'est ce qui reste, c'est ce qui forge l'humain, et c'est là-dessus qu'il faut s'atteler. Merci. On peut passer le micro à Perla. Oui, je profitais un peu de votre lecture. On est un peu pris dans cette histoire d'antisémitisme entre, je suis d'accord avec vous, le manque de prévention éducative, et je pense qu'il faut commencer à la maternelle maintenant, parce que les gosses sont de plus en plus complètement pro, on leur mange la tête de plus en plus tôt. Alors, il y a cet aspect-là, bien sûr, des réseaux sociaux. Il y a le fait que la loi de 1881 sur la liberté d'expression bloque tout. Et il y a le fait aussi que nous n'avons aucune loi, à l'instar de la loi martiale pour les militaires, pour que des députés de la République puissent bafouer les principes de la République impunément.
liberté, égalité, fraternité. On y assiste tous les jours. Et alors, est-ce que vous pensez qu'un jour, un député va s'attaquer à ça? Donnez-nous de l'espoir. Espérons. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que la figure du député, elle est plus que jamais essentielle et que ils ont une grande responsabilité à jouer aujourd'hui dans la lutte contre toutes les formes de haine. Après, il y a malheureusement des lois en France qui ne sont pas compatibles avec les enjeux contemporains. On parlait notamment de la loi sur la liberté de la presse, etc. Enfin, c'est des lois qui sont très compliquées. Ce que je crois, c'est que je vais élargir le scope, qu'on soit député, qu'on soit élu local. Je sais qu'il y a certains dans cette salle qui sont candidats pour les prochaines élections ou sur des listes, qui ont déjà eu des passés électifs, qu'on soit responsable associatif, qu'on soit professeur, qu'on soit simple citoyen, qu'on soit président d'association. On a toutes et tous un rôle aujourd'hui à jouer sur ce sujet qui nous intéresse, qui est la lutte contre l'antisémitisme. Pour porter des idées, pour essayer de les faire adopter, etc. Mais ça passe aussi par une vigilance du quotidien. Donc après qu'il y ait des députés qui reviennent là-dessus, ça je ne le sais pas. En revanche, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de moments où il y ait une baisse de vigilance. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à baisser la garde et à vous dire que ça y est, on est tranquille, on respire un peu, moi j'entends ça, on me dit bon, ça va. Depuis qu'il y a moins d'attaques à Gaza ou autre, on voit bien que bon, c'est un peu moins. Non, c'est pas un peu moins. C'est pas un peu moins parce qu'il faut déjà anticiper les vagues d'antisémitisme futures. Et moi, je vous le dis, à l'heure actuelle, je ne travaille pas sur l'antisémitisme du présent. Bien évidemment, je suis en réactif, mais je suis aussi dans l'anticipation. Et je pense aussi aux formes d'antisémitisme qui toucheront le monde dans 1 an, 2 ans. Quand des journalistes entreront peut-être à Gaza, parce que là, effectivement, il y a eu des accès qui ont parfois été refusés, etc. C'est aussi à ça qu'il faut penser. Et surtout penser aux jeunes générations. Oui, il y a encore d'autres questions? Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre exposé et merci d'être avec nous. Merci. Alors, une réflexion et une question. J'ai bien apprécié donc votre idée concernant RN et puis la situation assez difficile en France actuellement pour les Juifs. Et vous dites qu'il faut résister. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup. Juste concernant RN, c'est vrai que c'est difficile. On a autour de nous beaucoup de personnes qui arrivent à être subjuguées par leur position. Alors moi j'ai entendu que RN ne connaît pas la République parce qu'ils disent nous sommes nationaux et nous ne sommes pas républicains. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin par rapport à ce sujet? Merci. Sur le rapport du Rassemblement national avec l'arc républicain en tant que tel? En tant que tel, effectivement, qui n'acceptent pas la République française, plutôt ils sont Rassemblement national et il n'y a pas le mot République dans leur charte ni dans leur idée. Merci. C'est une bonne question. Moi, ce que je crois aujourd'hui, vous savez, c'est que il y a une chose qui est claire et nette, c'est que la France insoumise, c'est un parti qui est anti-républicain et qui pourtant a un leader qui vous dit la République, c'est moi. Donc il emploie le terme la République. Mais quel est l'usage que vous faites du terme République? Aujourd'hui, le Rassemblement national, ils se veulent effectivement profondément patriotes, nationalistes. Et donc, qui dit patriote et nationaliste dit effectivement respect des valeurs de la République. Je ne crois pas qu'ils mettent en question... honnêtement, moi, je ne les attaque pas là-dessus. Je les attaque pas là-dessus. Ils respectent les valeurs de la République. Quand vous comparez aujourd'hui avec la France insoumise ou autre, on ne peut pas dire qu'ils soient anti-républicains en tant que tels, honnêtement. Et là-dessus, mais moi, j'ai évolué sur mon diagnostic. Ce n'est pas pour autant que j'irai voter pour le Rassemblement national. Ce que je crois, c'est que le concept aujourd'hui de la République, il est un petit peu dévoyé et il est instrumentalisé et surtout, on ne sait plus ce que ça veut dire. Moi, je pense aujourd'hui, je vais aller même un petit peu plus loin, que cette République-là, elle est profondément précieuse et le titre de l'intervention, c'est aussi le rôle de la République. Mais malheureusement, derrière la République se cache aussi la notion de fierté d'être français.
Et j'en parle beaucoup dans le livre. Quand je me déplace à l'international pour des conférences ou des choses comme ça s'appeler des Émirats au Canada, aux US ou même en Suède, je me rends compte qu'il y a un profond sentiment patriote. Pour moi, c'est ça aujourd'hui la République. Et aujourd'hui, je vous le dis comme je le pense, j'ai l'impression que dès lors qu'on sort un drapeau français, eh bien, on a l'impression d'être traité de fasciste. Moi, j'aimerais pouvoir brandir le drapeau français et ne pas être considéré comme une fasciste. Et honnêtement, et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint les Républicains, parce que je le crois, on a besoin aujourd'hui de beaucoup plus de régaliens, on a besoin d'un choc d'autorité, et on a besoin de retrouver cette fierté d'être français. Ce bleu, blanc, rouge-là, ça ne devrait pas seulement être les couleurs du Front National, du Rassemblement National. Ça devrait être l'emblème et les couleurs de tous les Français. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'il faut se réapproprier cette notion-là de République, en redéfinir les contours, réapprendre, parce qu'il faut l'apprendre, ou apprendre ce qu'est la laïcité, ce concept qui est trop souvent incompris, qui est trop souvent manipulé par les extrêmes, qu'ils soient politiques comme religieux. Et si les fondements, si les racines ne sont pas solides, on ne pourra pas être audible sur les questions de pouvoir d'achat, de santé, d'éducation ou que sais-je. Il faut d'abord qu'on arrive à remettre et à ressouder le socle pour pouvoir avancer. Ça, aujourd'hui, c'est ma conviction. Y a-t-il d'autres questions ? Une toute petite question. Oula, il y en a beaucoup. Merci d'ailleurs pour votre intervention. Je voulais savoir, vous avez dit il y a 5 minutes à peu près que vous aviez une idée de ce qui pourrait se passer d'ici 1 an ou 2 sur la situation, alors non seulement des Juifs en France, mais je ne sais pas, les relations entre le politique et le judaïsme, etc. D'ici 1 an ou 2, c'est-à-dire c'est demain, mais voilà. Alors, je ne suis pas Madame Irma. Je ne suis pas Madame Irma. Non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Par contre, on peut échanger sur le sujet et je peux vous donner mon ressenti. Si la question, c'est qu'est-ce qui se passera, parce qu'on me la pose beaucoup, cette question, pour les Français juifs dans 1 an ou 2, je ne suis pas de nature pessimiste, mais je ne crois pas que la communauté juive en France aura vocation à grandir. À minima, je touche du bois, peut-être qu'elle se stabilisera, mais je ne crois pas qu'elle aura vocation à grandir. Tout simplement parce que je rencontre régulièrement des personnes qui sont de confession juive en France. Oui, ils ont tous plus ou moins un pied hors de France, que ce soit en Israël pour la plupart, ou ailleurs, hors d'Europe. Et à mon sens, il y a eu un véritable divorce qui s'est créé, un sentiment de solitude, parfois un sentiment d'abandon qui a été ressenti par la communauté juive en France depuis le 7 octobre 2023, et surtout par une polarisation de la société. Et j'en parle dans le livre. On a aujourd'hui une fragmentation et une fracturation identitaire dans le pays. On ne se définit plus que par sa religion. Et j'en ai fait moi-même les frais. Jamais je n'avais voulu être essentialisée comme étant la juive. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'on m'essentialisait comme étant la juive de service. J'ai dit, bon, alors autant que ça serve un combat. Autant que ça serve un combat, puisque j'ai compris qu'en m'appelant Shannon Seban, j'allais être considérée comme juive et que désormais, ça allait faire partie de mon truc. Mais vous remarquerez qu'il y a une fragmentation, une fracturation identitaire. Une fragmentation qui est à la fois liée aux religions, mais une fragmentation aussi politique. On a l'impression aujourd'hui que votre engagement politique ne vaut rien si vous n'êtes pas à l'extrême gauche ou à l'extrême droite de l'échiquier politique. Et moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que la jeunesse ne s'engage en politique quasiment que vers les extrêmes. Parce qu'elles sont en quelque sorte brainwashées, rincées le cerveau, et elles se disent, bah moi, si je veux aller en politique et si je veux être utile, il faut que j'aille aux extrêmes. Non, non. Alors, je vous le dis, moi, j'ai toujours été une centriste. Et j'ai commencé en politique en croyant à ce dépassement du clivage gauche-droite et en étant convaincue aujourd'hui qu'il peut y avoir de très bonnes idées à gauche comme à droite. Le fait est qu'il faut pouvoir aussi évoluer, je crois, et se dire que là, à l'instant T, où je vous parle, il y a une urgence, que le pays est à un moment de bascule. Et je le mesure. C'est soit on décide, effectivement, de mettre un petit peu le coup d'accélérateur à droite sur les sujets de régaliens, de protection même de nos forces de l'ordre, et on était nombreux hier partout en France à manifester en soutien à nos policiers, soit on décide de remettre le régalien au cœur de nos priorités, soit c'est la République qui s'effondre, et là effectivement, on est au bord de l'implosion, je pense. Alors, si vous voulez, on a peut-être une dernière question, parce qu'après, nous allons commencer la fin du colloque avec Georges Bensoussan, notre historien. Bonjour Madame Seban, et merci pour votre opiniâtreté dans ce combat essentiel contre l'antisémitisme.
Donc moi, j'avais simplement une question. Je voulais savoir, vous, en tant qu'ancien membre du parti Renaissance, comment vous analysez la position du premier représentant de ce parti, qui est le chef de l'État, lorsqu'il refuse de participer à la marche contre l'antisémitisme et lorsqu'il fait un plaidoyer à l'ONU pour la création d'un État palestinien dans un contexte géopolitique aussi tourmenté qu'aujourd'hui. Merci. Merci pour votre question. Et malheureusement, je ne l'explique pas. Et surtout, je ne le comprends pas. Et je crois que, effectivement, vous le disiez, à cette époque-là, quand ces décisions ont été prises, quand ce discours a été prononcé, moi j'étais membre du parti présidentiel et j'ai effectivement, à l'instant T, j'avais été à l'époque invitée dans les médias pour dénoncer ces choses-là. Et je n'ai jamais fait preuve de la moindre ambiguïté sur ces sujets. Quand je ne comprends pas, j'applique pas. Quand je ne comprends pas, je ne cautionne pas. Quand je ne comprends pas, je le dis. Donc je l'ai dit. J'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a sous-tendu ces décisions-là. J'aimerais que ce ne soit pas ce que je redoute. Voilà. J'aimerais faire preuve d'un petit peu de déni parfois, même si on s'entend tous ici dans cette salle, mais je ne le comprends pas. Et à mon sens, ça a été une erreur. Ça a été une erreur parce qu'on ne peut pas baisser la tête quand il s'agit de lutter contre l'antisémitisme comme toutes les formes de racisme et de discrimination. Et par ailleurs, on ne peut pas aujourd'hui reconnaître un État palestinien quand vous avez encore des otages qui sont détenus dans les mains des barbares du Hamas. C'est inacceptable. C'est accorder un blanc-seing aux terroristes du Hamas et c'est normaliser le terrorisme comme une voie diplomatique. Et moi, ça m'est insupportable. Donc là-dessus, je ne comprends pas, je ne l'excuse pas et je ne peux pas l'excuser. Voilà. On est le binôme du jour. Alors, merci beaucoup. Merci Shannon, merci. On a un petit quart d'heure avant que Georges Bensoussan nous fasse l'honneur de venir nous faire sa conférence. Et je vous propose d'aller peut-être voir le livre de Shannon et de le signer. Vous le dédicacerez avec plaisir, n'est-ce pas? Avec grand plaisir. Voilà. Et encore un grand merci. On fait comme ça une petite pause autour du livre de Shannon ou des autres livres aussi qui sont sur le stand. Si vous voulez aller les regarder un petit peu pendant un quart d'heure. Et puis, on commencera la conférence de Georges Bensoussan à 15h30 comme prévu. Merci à tous.